et bon dimanche. Vous êtes sur CRTV Sports and Entertainment. C'est l'instant du débat sur votre chaîne de sport et de divertissement. C'est parti, le championnat professionnel MTN Elite One est en cours. La première journée se poursuit ce mercredi. 665 joueurs et de 19 clubs vont descendre sur les pelouses pour disputer une compétition à la formule revue et corrigée. La formule, c'est un championnat à deux phases, une saison régulière suivie des playoffs. Un championnat à 19 clubs répartis en deux poules déséquilibrées, une de 10 équipes et l'autre de 9. Les débriefeurs décryptent ce dimanche cette formule du championnat choisie par la Fédération camerounaise de football. Que faut-il y comprendre? La question, on la pose à notre panel. C'est un trio sur ce plateau pour ce jour. À ma droite, on a Paul Essono Mbala. Bonjour. Bonjour, Évariste. J'indique que vous êtes footballeur à la retraite. Vous êtes ancien joueur de Mont Cameroun. Vous avez remporté d'ailleurs la Coupe du Cameroun avec Mont Cameroun. Vous êtes ancien joueur de Coton Sport de Garoua, ancien du Tonnerre Calara Club également. Vous qui avez terminé votre carrière à l'international, c'était notamment au Portugal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi aussi, je vous connais. Et à ma gauche, un président de club. Lui, il a goûté déjà aux délices de la nouvelle saison. Il était à la une il y a quelques jours seulement à la faveur de l'ouverture de cette compétition, le championnat MTN Elite One. C'est le président de Fauve Azur, Norbert Nia. Bonjour. Bonjour Évariste et bonjour à mes companélistes. Bonjour surtout à tous les millions de spectateurs, de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais dire un grand bonjour également et mes remerciements à tout le public du centre et au-delà qui s'est déplacé pour le match d'ouverture afin d'encourager son club Fauve Azur. Yeah. C'est vrai que nous n'avons pas gagné, mais le meilleur est à venir. Dis-nous comment vous vous sentiez dans les gradins ce jour-là, avec ce public-là, votre équipe à l'œuvre, face à une équipe que l'on redécouvre en première division, Victoria United. Vous savez, j'avais du bon au cœur. J'étais très heureux de voir qu'effectivement le public avait répondu présent à notre appel et à l'appel de la fédération. Et j'avais été très content de voir à nouveau le football réapparaître sur les pelouses après la période de trêve. Je crois que les deux clubs qui étaient en place ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je suis parti de là, le cœur soulagé, même si le résultat n'était pas rendu. On parlera de ce résultat au cours de cette émission. Je vous ai présenté comme président de Fauve Azur. Vous êtes également secrétaire général de l'ASEC, l'association des clubs d'élite, c'est toujours le cas. Vous qui êtes expert comptable agréé, SEMAC, si je ne m'abuse, c'est bien cela? Oui, c'est bien, c'est exact. Merci d'avoir accepté l'invitation. Casimir Manguet, il est entraîneur de football, ancien entraîneur de Racing, de Bafoussam, ancien entraîneur de Futur, ancien entraîneur de Tonnerre, ancien entraîneur de Canon Sportif de Yaoundé. Je m'arrête là, vous qui avez été aussi patron du banc de tous des Astres de Douala. Bonjour. Tout à fait. Merci, bon dimanche à tous les téléspectateurs, à vous-même, au président que vous n'avez pas voulu citer. Je suis également un entraîneur de Fauve Azur. De Fauve Azur, voilà. Bon dimanche également à Paul. Oui. Certainement, il ne se souvient pas, puisque j'étais éducateur à Mont Cameroun. Ouais. Père son âme, M. Maébi, un de ses fils, qui était désormais gardien de but et Lyon, c'était mes élèves à Mont Cameroun. Ouais. Merci de m'avoir convié à cette émission spéciale du dimanche. Certainement, nous allons partager de beaux moments avec nos téléspectateurs à qui je demande au Seigneur de bénir. Ah oui, les beaux moments, ça commence déjà avec la familiarité, découverte finalement entre les trois invités. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, ça c'est dans les années 2001-2002. Ah oui, tout à fait. Voilà donc, les débriefeurs, c'est parti. La première partie de cette émission, vous en êtes habitués déjà, la mise en bouche. Il s'agit de la pause actualité. Une
Une mise en bouche à double détente. On parlera exclusivement football. D'abord, les Lions indomptables. La sélection nationale féminine première du Cameroun ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations suite à leur élimination. C'était mardi dernier à Nairobi. Défaite 1-0 en déplacement donc au Kenya face au Harambee Starlet Kenyan justement. Et puis au tir au but, le Cameroun s'est incliné 4-3. On a pu remarquer une sélection des Lions indomptables pas tout à fait homogène, avec un souci de cohésion. D'aucuns indexent quelque part une espèce de fin de cycle pour une certaine génération de ces joueuses et un souci de cohésion donc avec les nouvelles générations montantes. Que faut-il y comprendre? La question, on va la poser tout de suite à un expert. C'est un ancien sélectionneur justement des Lions indomptables, c'est Joseph Ndoko depuis Garoua. Pour son analyse, Joseph Ndoko, dites-nous peut-être que cette sélection des Lions indomptables est arrivée en fin de cycle. Effectivement, on peut parler de fin de cycle, étant donné que cette mission-là, depuis la période du Cotonou, on fait beaucoup de très bonnes choses. Et aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de l'âge, parce qu'en même temps, on ne s'oubliez pas. Ici, juste à côté de nous, au Nigeria, il y a Obi qui a 40 ans, qui tient toujours le pied. Il y a la Sud-Africaine, la capitaine de défense centrale, qui a rapproché 4 fois. On a toujours allé l'appeler. À 41 ans, elle a été championne d'Afrique. Donc, ce n'est pas forcément un problème d'âge, mais c'est aussi un problème de politique de gestion de la transition. Ça veut dire que parmi les anciennes là, il y a d'autres qui ont raccroché Ngondo Bokerot, Manu Christine, et il y a d'autres qui sont en train d'arriver, qui devaient être la meilleure élève possible, c'est-à-dire que Méon, par exemple, qui malheureusement a montré une figure décevante. Et il est donc question de penser aujourd'hui que oui, on peut parler de fin de cycle, mais il faut un savant mélange assez costaud pour qu'on se retrouve avec quelque chose de très bien par rapport au lendemain meilleur. Mais de manière individuelle, il y a beaucoup là qui doivent encore nous montrer de ce nombre de choses. Il y a eu beaucoup de limites. Mais il faut que ça s'accompagne aussi avec un projet de jeu et de construction qui nous permette à sorte qu'on puisse avoir une identité et dans laquelle on peut se mouler ou alors s'identifier pour savoir si on peut être dans le projet ou pas. Merci à vous, Joseph Ndoko, pour cette lecture et surtout les propositions. Avis des techniciens aussi sur ce plateau. Casimir Mangué, vous avez certainement regardé ce match. C'est vraiment désolant de voir le Cameroun sortir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, faut-il l'indiquer, c'est pour la toute première fois que le Cameroun ne participera pas à une CAN féminine. Oui, c'est triste. Hein. J'ai eu du mal à accepter cela, bien que je soit en train de partager ces moments difficiles des filles, parce que je suivais ça dans une plateforme. Je crois que ça n'a fait du plaisir à personne. Nous sommes quand même une nation référentielle en ce qui concerne le football féminin. Sortir de cette étape de la compétition, ça fait très mal. Oui. Je crois que tout au long de l'émission, certainement, vous voudrez qu'on en parle davantage. Mais je ne crois pas que je serai très loin des propos de mon jeune collègue, qui indiquait, et vous le rappeliez sur votre chapeau, que c'était presque la fin de cycle d'un certain nombre de cadres de cette équipe. Bien entendu, il va falloir tirer des leçons, parce que ce qui nous est arrivé est incompréhensible. Même si nous, les experts, nous savions que nous arrivions à cela, parce que nous l'indiquions lors des débats, pour essayer d'attirer l'attention des décideurs. Aidez-nous à le savoir aussi. Qu'est-ce qui a fait problème au Lyon? La première des choses, c'est qu'il manque un projet profond pour le football féminin et précisément pour la sélection nationale Fagnon. Voyez-vous, il va falloir qu'il y ait une traçabilité, une continuité, une stabilité pour avoir une cohésion involontaire. Voyez-vous, quand vous êtes habitué à être ensemble, ça peut dégager une certaine cohésion. Mais lorsque vous arrivez de façon disparate, même dans l'expression du jeu, vous allez sentir quelques vides. Il va falloir qu'il y ait un projet véritable à long terme pour qu'on ait un groupe de filles qui va perdre pendant 2 ans pour gagner pendant 6 ans, par exemple. Donc, il va falloir que les gens s'asseyent autour d'une table pour redéfinir un projet tel qu'on va prendre une catégorie de jeunes filles et on peut tirer un coup de chapeau. C'est prétentieux de le dire. Il faut apprécier l'acte du président de la République qui a créé la NAFOOT, parce qu'il y a une génération
qui a été... moi, j'ai été chef de pôle à l'Est. Il y a une génération de filles de la NAFOOT qui est en train de monter là, qu'on pourrait prendre pour préparer pour les années à venir. S'il n'y a pas un projet dans ce sens, et même au niveau des bancs de touche des Lions de cette catégorie, il va falloir qu'on accompagne un certain nombre d'encadreurs dans ce projet-là pour qu'ils ne soient pas dispersés. En même temps, ils sont dans le football masculin, en même temps, ils sont dans le football... Non, il va falloir qu'on concentre une catégorie de techniciens pour que cette catégorie soit acquise essentiellement au football féminin. J'ai la conviction que si c'est pensé comme cela, on mettra un peu beaucoup plus d'atouts pour vous et qu'on ne soit pas pressé d'enlever Évariste Eyenga tout de suite parce qu'il a perdu un match, il a perdu une qualif, on le débarque déjà. Voyez-vous, il me semble que depuis plusieurs années, quand ce n'est pas Ndoko, c'est Gabriel. Quand ce n'est pas Gabriel, c'est Alain Djeffan. Non, ça ne peut pas donner comme ça. Oui, l'instabilité du banc de touche. Oui, il faudra un peu stabiliser au niveau du banc de touche et même des effectifs, qu'on soit patient, qu'on sache que certaines contre-performances peuvent permettre de progresser davantage. Ça c'est compris. En revanche, ce qu'on n'a pas compris au cours de ce match, c'est qu'on ne voit pas sur la feuille de match, qu'on ne voit pas comme titulaire Eliane Mambo-Lambo, défenseur central évoluant en deuxième division en Espagne et qui a été buteuse au match aller. Elle a marqué un superbe but de la tête, mais elle disparaît des radars au match retour. Comment on peut comprendre cela? Moi-même, je me suis posé la question un moment. Comme dit le coach, il y a un véritable problème dans le football féminin. Et je pense qu'il est temps que les dirigeants s'asseyent et qu'ils fassent vraiment un projet en ce qui concerne. Vous voyez, il y a des choses là, elles apparaissent et plus tard elles disparaissent. On ne comprend pas. Parce que bon, j'ai essayé d'en parler avec le coach Bissek, qui est un ami, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il avait des obligations. Mais je pense que nous avons une bonne pépinière à travers la NAFOOT, comme le disait tantôt le coach, et il est temps qu'on puisse vraiment encadrer ces jeunes qui sont en train de monter. Président, comment reconstruire cette sélection nationale des Lions? Oui, je veux dire que cette reconstruction, telle que moi je la vois, ça doit commencer déjà par prendre au sérieux la préparation des matchs. Il n'y a pas de petits adversaires. Et je ne suis même pas sûr que nos Lions ont fait 3 matchs, 3 semaines de préparation avant d'aborder le match. Donc c'est ça qui a été à l'origine du déficit de cohésion que nous tous on a décrié. Bon, de l'autre part, il y a aussi ce qui est dit par les techniciens du banc, c'est que une bonne partie de notre équipe elle est vieillissante. Il faut penser à la relève. Et c'est tout malheureusement que le match est arrivé à un moment où notre championnat était à l'arrêt. Donc c'était un peu compliqué pour le coach Bissek. Bon, j'espère que ce faux pas va interpeller les uns les autres et que chacun prenne les taureaux par le cornes afin qu'on se relance assez rapidement. Ce qu'on attendra de voir, on va suivre cette actualité en attendant les prochains rendez-vous des Lions indomptables. Autre actualité, on parle des Coupes d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, il s'agit de la version masculine. Celle de 2025 et celle de 2027, Casimir Manguin, les 2 éditions ont été attribuées déjà à des pays organisateurs. Il y a eu un désistement de dernière minute, celui de l'Algérie, qui pourtant avait tendu la main précédemment. Mais on observe une particularité. Pour la toute première fois, 3 pays vont co-organiser une phase finale de CAN. Oui, mais je crois que c'est bien pour ces jeunes nations en termes de football. Au niveau de la grandeur, le nom et tout ça, je crois que c'est toujours bien que les Africains vivent ensemble cette belle fête. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur le courage du Maroc après ce que nous avons tous suivi. Voyez-vous, on a perdu des frères marocains lors de l'éboulement qui s'est produit dans le pays. Accepter, organiser une CAN après qu'ils aient perdu autant de compatriotes, je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau. Et je crois que c'est en 2027 ou 2025, c'est eux qui organisent. Je crois que c'est en 2025. 2025. Donc, voilà, dans un an et demi. C'est vraiment pathétique
que dans cette circonstance-là, ils aient accepté d'accueillir la fête du football en Afrique. Maintenant, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ça sera également pour eux une grande première de recevoir les Africains en pareille circonstance. Je crois qu'il faut féliciter la CAF qui s'est investie pour que tous les Africains soient concernés par cette fête africaine. Et voyez-vous, chaque fois qu'une Coupe d'Afrique des Nations passe dans un pays, ça suscite le développement et le pays, des moments de fête, la tristesse, on l'oublie un peu. Bravo à la CAF d'avoir compris qu'en co-organisant la CAN, ça ne ferait de mal à personne. Alors, voir si ça ferait de mal à personne. Déco, je voudrais indiquer que cette CAN de 2027, elle sera étirée en longitude et en latitude. On joue dans 3 territoires, 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Est-ce que ça ne va pas diluer un peu l'effet de l'engouement, l'ambiance, l'effervescence? Non, je crois qu'il y a un côté que les gens oublient, c'est qu'il y a une crise financière. Et pour qu'un seul pays de nos jours puisse organiser une CAN, c'est pas donné. Le Cameroun l'a fait, parce que vous savez, nous, les Camerounais, nous sommes des gens exceptionnels. Mais aujourd'hui, pour qu'une nation organise une CAN à elle seule, il faut une grande décennie. Une grande décennie financière. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que si c'était le cas, beaucoup de nations n'organiseraient jamais. Et je crois que le président de la CAF a fait preuve d'humanisme pour pouvoir aussi associer certains pays pour qu'ils puissent organiser la CAN. Parce que sinon, certains pays n'auront pas les moyens pour le faire. Au présent, on a l'impression que la CAF a une stratégie pour emmener des pays à investir, à mettre sur pied des infrastructures. On vous attribue l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Souvenez-vous, la Tanzanie a peut-être des infrastructures, mais l'Ouganda, parfois, on va jouer les matchs chez les pays voisins. Le Kenya a peut-être le Moïse Sports complexe avec le stade qui porte le nom de l'ancien président. Mais ces pays n'ont pas vraiment les infrastructures remises à niveau telles qu'elles puissent arrimer aux exigences les plus récentes de la CAF. Ce sera donc l'occasion de développer les terrains de football dans ces 3 pays. Exactement. Et l'avantage dans cette stratégie, c'est qu'il y a eu la mutualisation. En ce sens que ça ne va pas peser complètement sur un seul pays. Ouais. Nous, on a porté sur notre tête un fardeau qui était vraiment difficile. Imaginez-vous aussi, à un moment ou à un autre, nous, on s'était désisté. On a écrit au scandale. Mais nous avons fait le job et tout s'est bien passé. Maintenant, on se rend à l'évidence qu'il y a des sirènes, des sons de cloche, il y a des États qui étaient candidats à certaines organisations qui se désistent. Ça ne va tuer personne. Comprenez? Bon, maintenant, lorsqu'il y a une mutualisation entre 3 États, parce qu'il y a leur adhésion, ce n'est pas juste la décision de la CAF, ces pays l'ont accepté en tenant compte du nombre de stades dont ils pouvaient mettre à disposition. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une forme de tontine qui est en train de se déporter dans le football. Voilà donc pour cette actualité, on va s'arrêter là. Faire un grand pas, un bond vers l'avant, c'est-à-dire cette fois-ci pour atterrir sur la 2e partie de Lady Briefer. Il s'agit du débat. Que comprendre de la nouvelle formule du calendrier du championnat professionnel MTN Elite One? C'est notre question centrale lors du débat de ce dimanche. Mais avant d'y aller, repartons d'abord au stade militaire de Yaoundé. Que je vous indique, Victoria United est le premier club à avoir donc remporté une victoire déjà au championnat 2023-2024 qui vient de commencer. Victoria United s'est imposé 2 buts contre 1 face à Fauve Azur. C'était donc en ouverture mercredi dernier du championnat MTN Elite One. Fauve Azur, mené 2-0, a pu réduire le score. Il y a eu de la vie sur le terrain et dans les gradins. Le compte rendu de la rencontre, Robert Badjek. As upper scores are
Voici le héros de la victoire de Victoria United. Richmond Ndji a été un cauchemar pour la défense de Fauve Azur Elite durant le match d'ouverture de saison. Grâce à lui et à son doublé, le club de Limbe célèbre son accession en Elite One avec une victoire. Les promus dès l'entame posent le pied sur le ballon, donnent le ton du match et charment le nombreux public présent par leur maîtrise collective et leur qualité technique appréciable. Et la première alerte vient du côté fort, le côté droit de l'attaque de Popo. Sur un centre en retrait, Richmond Ndji ouvre le score d'une tête rageuse pour Victoria United. Là, on vient d'avoir une balle en profondeur, elle est trop intérieure. Attention, Le jeu, comme on le sait depuis le début, vers le côté, cette attaque du côté droit qui a une vitesse, alors qu'on pensait que le ballon allait sortir, il a réussi à remiser et là, l'avant-centre il a suivi, il est resté bien dans la zone et il a mis le coup de tête qu'il fallait. et Richmond qui entre dans l'histoire comme le premier buteur de la saison 2023-2024 de cette Elite One. Quel magnifique histoire. Plein d'opportunisme de Richmond. Il a su attendre ce ballon, il a flairé le coup. Quelques minutes plus tard, le même Richmond Ndji est à la réception d'une contre-attaque fulgurante et punit le portier de Fauve Azur Elite. Oui. Attention, non. Attention. Richmond Ndji has scored again. Attention. Alors là, on vient d'assister à ce que je vous disais tantôt. La réaction du club de Yaoundé ne se fait pas attendre. Juste de bonheur, Koulou conclut un beau mouvement collectif et réduit la marque pour son équipe. Pour ce mouvement offensif, la transmission du ballon est bien faite. Magnifique. Beautiful. Réduction du score de Fauve Azur Elite. Un but de bonheur qui trouve le chemin du but. Juste de bonheur qui fait le bonheur d'ailleurs. Jesse number 11. He hits it and beats goalkeeper Andre Danga. Lucien Metemole, a while ago you were very worried about this kind of open strategy. La seconde période est à l'avantage des Fireboys qui dominent mais manquent cruellement d'efficacité. À plusieurs reprises, les hommes de Guy Bertin Djepnan tiennent la balle de l'égalisation, mais hélas. Victoria United scelle son retour en Elite One avec une victoire 2-1 en ce match d'ouverture de saison 2023-2024. La suite de cette première journée se déroulera le 4 octobre prochain. Ah oui, justement, le 4 octobre, Fauve Azur sera au repos, ainsi que Victoria United, les deux premiers protagonistes. Donc, c'est un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Président, peut-être une autre réaction après avoir regardé ces images? Oui, tiens à féliciter l'équipe de Victoria United pour sa victoire. Les gars, c'était des adversaires redoutables, on le savait. Nous avons fait ce qu'il fallait, même si ce n'était pas tout à fait ça. Président, il nous a revenu que vous aviez un souci d'effectif. C'est pas tout à fait votre 11 entrants préféré pour le moment. Oui, tout à fait. Nous avons eu des soucis au niveau des licences. Nous avons encore 11 licences qui ne sont pas établies. Nous allons travailler pour que, avant la prochaine journée, toutes nos licences soient là et que nous on puisse établir le 11 méritants pour défendre nos couleurs. C'est-à-dire que face à Victoria, vous n'avez pas votre 11 titulaire. Tout à fait. Disons que même si on approchait ce 11 titulaire-là, il y avait des remplaçants qui auraient pu apporter du 109, par exemple, en deuxième mi-temps, que nous, on aurait bien voulu avoir avec nous, mais qui ne pouvaient pas être là, parce qu'ils n'avaient pas encore de licence. Bon, ce n'est pas un prétexte. J'ai dit bien, félicitations au Popo qui a gagné son match. Et puis nous allons faire en sorte que, avant la prochaine journée, avec le concours du service ad hoc à la fédération, que nos licences soient disponibles et que nous retrouvons aussi toute notre vitalité pour aller chercher la victoire. Déco, Victoria United donne le ton dans cette poule A. Oui, vous savez,
généralement, nos frères des zones anglophones, là, ils ont toujours une rage de vaincre. Parce que je me rappelle, lorsque nous étions à Mont Cameroun, là-bas, et ils s'entraînent vraiment dur. Hein. Ces conditions d'entraînement là-bas, c'est pas à la rigolade. Ah oui, et pour le cas de Victoria United, pratiquement, il n'y a presque pas eu de trêve. On a continué de s'entraîner à préparer la nouvelle saison. C'est justement pour ça qu'ils ont eu l'avantage sur Fauve Azur. Ah oui. Casimir Manguer, le spectacle a été au rendez-vous, la qualité aussi, quand on a regardé ce match. Bien entendu, j'ai eu le privilège de commenter ça à la chaîne nationale CRTV Sport. Je crois que le contenu proposé par les deux équipes était satisfaisant. On avait du mal à croire que les deux équipes étaient en début de saison. Il y a eu de l'intensité, il y a eu du rythme, il y a eu de l'envie. Et je craignais, je redoutais avant la fin de la partie qu'il y ait une baisse de régime, que non. On a vu deux bonnes équipes, bien que Fauve Azur ait perdu le match, mais Fauve Azur a eu un sursaut de gueule. D'ailleurs, les 8 dernières minutes de la première manche, Fauve Azur a réduit le score. Et j'avais des inquiétudes pour Opopo, parce que lorsque vous prenez un but, au moment où vous devez prendre la direction des vestiaires, il faut que l'entraîneur ait un discours qui puisse amener les garçons à oublier cette image, parce qu'elle reste généralement ancrée dans la mémoire des joueurs. Et au retour des vestiaires, je me suis également ennuyé, parce que je croyais voir Fauve Azur garder cette image de fin de première rencontre. Donc continuer sur la même lancée. Continuer sur la même lancée. Et malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le pied sur l'accélérateur pour que la deuxième mi-temps... C'est vrai aussi qu'elle a manqué de la réussite. Voyez-vous, beaucoup de nos téléspectateurs parlent des chances. Non, elle n'existe pas en football. On parle de la réussite, et la réussite se provoque. C'est comme le bac, quand vous le réussissez, on ne dira pas à l'enfant que c'est par chance ou par... Non, c'est que devant l'examen, il a accroché les sujets. Donc, j'ai été très ennuyé également, parce que Fauve Azur a manqué beaucoup de réussite. Surtout à l'entame de la rencontre, d'ailleurs, j'avais du mal à comprendre pourquoi l'équipe a commencé par un bloc équipe médian, en laissant la latitude à cette véloce équipe de Popo de sortir les ballons proprement. On vient de l'entendre du président, il y avait un souci d'effectifs, donc Guy Bertin Djebna a dû peut-être... Bon, ça fait partie des justificatifs, mais quand vous regardez ce que Fauve Azur a proposé, d'ailleurs, le président l'a dit... C'était pas une mauvaise copie. C'était pas une mauvaise copie, ça veut dire que ces garçons, puisque les occasions qui se sont créées tout au long de la rencontre auraient pu faire basculer la rencontre. Donc c'est vrai aussi que lorsque vous manquez certains éléments essentiels dans votre effectif, ça peut d'abord vous faire passer des moments difficiles. On a entendu, vous avez indiqué qu'il y a eu de l'intensité au cours de ce match, c'est vrai, et un peu des signes d'essoufflement également, parce que vers les dernières minutes, il n'y avait plus assez d'énergie, autant côté Fauve Azur que côté Victoria United. Messieurs, maintenant, revenons donc à notre question centrale. Que comprendre de la nouvelle formule du calendrier MTN et Elite One? Je voudrais vous l'indiquer, si vous observez Donc à notre question centrale, que comprendre de la nouvelle formule du calendrier MTN et Elite One? Je voudrais vous l'indiquer, si vous observez sur ces graphiques, vous allez voir en image ce qui nous attend. C'est une poule A où on va jouer 45 matchs à l'aller, 45 matchs au retour, soit 90 matchs concernant donc la poule A, 45 et 45 au retour, soit 90 matchs au total. Et quant à la poule B, le nombre de matchs à l'aller, il est de 36, au retour 36 matchs également, soit 72. Alors, vous remarquez tout de suite qu'il y a un déséquilibre, et je vais commencer par Casimir Manguer. Alors, les équipes de la poule A auront l'avantage de jouer 90 matchs avant d'engager les playoffs, alors que celles de la poule B auront joué 72 matchs. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser cela. Parce que quand vous êtes dans une poule de 10, vous avez 9 matchs à l'aller, 9 matchs au retour. Ça fait 18. Justement, il y a 9 journées. 9 journées. Tout à fait. Ça fait 18. J'ai envie de comprendre comment on va passer à... et puis maintenant, quand vous faites les playoffs, vous êtes 8, ça veut dire qu'il y a 7 journées. Et ce n'est pas en aller-retour. Peut-être le secrétaire général va nous corriger. Pour les playoffs, ça se joue en aller simple. Alors, reprenez nos calculettes. Lorsque vous êtes 10 dans une poule,
Vous avez 9 matchs en aller, 9 matchs en retour, ça fait 18. Maintenant, quand vous ajoutez les 7 matchs de play-off, parce que vous êtes 8, vous jouez seulement 7 matchs. Il n'y a pas en aller et retour. Quand vous ajoutez 7 à 18, ça fait 25 matchs. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que dans les 25 matchs, il y aura encore un autre tournoi pour avoir 20 matchs pour faire 45? Il n'y aura pas de... Donc, c'est pour ça que je suis un peu dubitatif sur la quantité, le nombre de matchs. Je sais qu'il y aura une poule qui aura 25 et une poule qui risque d'avoir 23. C'est-à-dire la poule de 9, parce que dans la poule de 9, il y aura seulement 8 matchs aller, 8 matchs de retour, ça fera 16, plus les 7 matchs, ça sera 23. Alors pour vous donner la précision, la poule A est composée de 10 équipes. 10 équipes. Chaque journée, on livre 5 matchs et on va livrer 9 journées. 9 x 5, 45. Donc c'est 45 matchs que l'on va jouer au niveau de la poule A. Et au niveau de la poule B, on joue 4 matchs par journée et une équipe est exempte. Parce que c'est une poule à 9 équipes. Donc c'est un total de 36 matchs qui attend cette poule en saison régulière. Et 72 matchs donc, sur l'ensemble. Donc la poule A aura joué plus de matchs, c'est 90 matchs, alors que la poule B, ce sera 72 matchs. Déco, c'est un avantage d'être dans la poule A parce qu'on aura plus de matchs dans les jambes. Effectivement, lorsqu'on joue plus de matchs, on est plus compétitif. C'est ça. Ah oui, tout à fait. Alors, une saison avec 19 clubs, président, au niveau de la SEC, quand vous avez discuté avec la Fédération camerounaise de football, pourquoi le choix des 19 ? Je vais apporter la réponse, pas en tant que SG de la SEC, mais en tant que président du club Fauve Azur. Oui. Parce que, voyez-vous, avant, lorsqu'on jouait avec 2 poules, c'était pour rattraper le retard qu'on avait sur le calendrier international. Et mais cela attendu à ce qu'une fois que nous avons rattrapé ce calendrier international, qu'on joue en une seule poule. Bon, maintenant, si la fédération a décidé ce qu'on joue en 2 poules, c'est qu'elle a certainement des bonnes raisons. Bon, pour ce qui est du déséquilibre, c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec ce genre de situation. La saison surpassée, on était 25 en Day-One. Il y avait un groupe qui avait 13 équipes, l'autre qui avait 12. Et donc, on avait toujours ce problème de déséquilibre-là. La saison qui vient de s'écouler, bon, là, la situation était moins critiquable puisqu'il y avait 22 équipes, 11 de part et d'autre. Aujourd'hui, on se retrouve avec 19 clubs. Il faut bien faire 2 poules. Bon, si il faut, on ne peut pas faire un demi-club pour dire qu'on va avoir 9 clubs et demi d'une part et 9 clubs et demi de l'autre côté. Donc, on va faire avec. Mais je pense aussi que pour rattraper le gap en termes de nombre de matchs sur la saison, c'est cela qui a amené la fédération à faire en sorte que on est au niveau de play-off. Plus de matchs, c'est-à-dire au lieu de 4. Les play-offs de la montée. Il y aura 8. Et puis par rapport au play-down. Play-off down. Oui. Play-off de la descente. Bon, là, à ce niveau-là, et ça, je vous dis, ça c'est mon avis personnel. Ça pose problème parce que à un moment donné, lorsque les équipes vont se rendre compte qu'elles ne peuvent plus accrocher les 4 premières places, elles vont lever les pieds, sachant qu'il n'y aura pas de conséquences sur le résultat. Puisque, après tout, il sera acquis que lorsque vous êtes à partir de la 5e place jusqu'à la dernière place, vous êtes logé à la même enseigne. Vous allez vous retrouver au près-d'homme. Et c'est pour cette raison qu'il est important. Et il a encore temps pour faire cet ajustement. Parce que j'ai vu une proposition qui m'avait semblé. Mais le règlement est signé déjà de la. Pardon? Le règlement, il est signé déjà, le règlement de la saison. Le règlement, il est signé parce que. On va opérer des amendements. On peut faire des amendements. Et je pense que ça ferait du mal à personne, surtout si c'est les clubs qui proposent des amendements. Et je suis en train de vous dire que, bon, j'ai vu une proposition qui a été faite par quelqu'un qui est très intéressé par le football, qui a consisté à dire, bon, ok, on ne peut pas changer la formule, mais on peut lui apporter une bonification pour maintenir les terrains. Et ce serait en faisant quoi? En disant, bon, ok, avant de lancer le play-down,
chaque club va conserver l'équivalent de la moitié de ses points qu'il a engrangés dans la phase de poule. Vous comprenez? À ce moment-là, ça va amener tout un chacun de se battre, même dans la phase de poule, pour avoir un bon classement avant d'aller au play-down. Parce que si on laisse la situation telle qu'elle est, mais je veux vous dire que il y aura même des équipes qui, dès l'entame, sachant qu'elles ne peuvent pas accrocher le play-up, qui vont se préparer tranquillement plutôt pour aller jouer le play-down. Juste pour sauver la saison, éviter la relégation. Voilà. Ce qui est sûr, il n'y aura jamais une formule qui fera l'unanimité. Il y aura toujours les inconvénients et les avantages. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'objectif réel qu'on recherche. Je crois que ça a été pensé de cette manière. Voyez-vous, jamais on prenait un play-off plus de 2 par sous-poule. On a pris un bon nombre parce qu'on veut rendre davantage la compétition un peu plus compétitive, si vous me permettez la tautologie. Donc, pour moi, ce qu'il faut bien revoir, c'est le nombre qu'on nous a indiqué. Je dis, quand vous êtes dans une poule de 10, vous avez 9 matchs à l'aller, 9 matchs au retour. Ça veut dire que l'équipe ne joue que 18 matchs. Maintenant, vous êtes dans une formule de 8 équipes qui vont jouer une phase unique. Et comme vous êtes 8, vous n'allez jouer que 7 matchs. Ce que vous appelez 8 équipes, ce sont les 4 premiers de chaque poule. Oui. Maintenant, vous n'avez que 7 matchs. Quand vous ajoutez donc aux 18, ça vous fait exactement 26 matchs seulement que vous avez joué. Oui, ça c'est par club. Voilà, par club. Et le joueur n'a joué que 26 matchs. Maintenant, si vous avez Est-ce que c'est assez pour une saison? Pas du tout. Maintenant, vous ajoutez les 6 matchs de la Coupe du Cameroun. Sur les 26, ça vous fait 32 matchs. Si vous allez en finale, ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront moins de 30 matchs dans la saison. Donc, vous voyez, ça sera dans la fourchette de 36 et 25 matchs qu'un joueur aura. Et là même, il y aura des mecs, des garçons qui n'auront même pas joué 20 matchs. Voyez-vous? Oui, parce qu'on peut ne pas être titulaire en match. On peut ne pas être titulaire en match. Donc, il faudra, dans les années à venir, tout faire pour qu'on revienne dans une formule qui permettrait qu'on ait... Comment faire pour avoir 40 matchs? Voilà la vraie question. Ah oui, justement. C'est là la vraie question. C'est important que les joueurs aient suffisamment de matchs dans les jambes. On a l'impression que l'objectif global du règlement de cette saison, c'est d'aller vite. Je vous donne quelques éléments. Non, surtout pas d'aller vite, mais de retrouver la poule unique. Oui, mais permettez quand même, je reste d'abord dans la logique d'aller vite, que je vous donne quelques indicateurs. Le démarrage de la compétition, c'est le 27 septembre dernier, on l'a vu. Et le 26 novembre, on aura terminé avec la phase aller. La phase retour reprend le 6 décembre. Et le 14 janvier, on a achevé également, suivant le calendrier de la FECAFOOT. Vous voyez bien qu'on va plus vite, on va très rapidement. Avant le mois de mars, on aura bouclé la saison. Non, moi, je dis, par rapport à notre époque, quand on jouait, c'est le nombre de matchs qui faisait la grandeur du joueur. Avec un nombre réduit comme ça, là, ce sera difficile. Et je comprends les problèmes que certains sélectionneurs ont à convoquer certains joueurs de notre championnat. Parce qu'ils ne peuvent pas être compétitifs avec un nombre c'est très minime. Oui, un joueur de haut niveau doit jouer minimum 38 matchs. Je dis bien 38 matchs. Alors, à 25, 26... ce sera difficile. Voilà, Casimir Manguet, voilà, le nombre de matchs, ça pourrait faire problème. On a l'impression que ce calendrier, le règlement, il porte à aller juste vite et finir vite la compétition. Il y a un souci de s'arrimer au calendrier international. Oui, ça c'est connu. C'est clair, c'est pour cette raison que on est parfois obligé d'accepter les concessions de cette envergure, de cette nature. Forcément, il faut rattraper le calendrier international et dès que ce calendrier sera rattrapé, on reviendra à une formule qui permettrait d'avoir au moins 40 matchs. Et il faut commencer à avoir des poules uniques de 18. Parce qu'avec 18, vous avez 17 matchs à l'aller, 17 matchs au retour. Vous voyez, ça fait déjà 35. Si vous ajoutez maintenant les matchs de coupe, vous pouvez déjà atteindre 40. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire au moins 40 matchs par saison. C'est-à-dire que la formule du championnat intégral est préférable. Oui, la poule unique. Ou alors, vous allez élargir au niveau des sous-poules. Il faudrait qu'il y ait des sous-poules de 15. Si vous avez une poule de 15 à gauche, une poule de 15 à droite,
Vous savez que vous allez faire 14 matchs aller, 14 matchs retour, plus les playoffs. Voyez-vous, on peut. Mais je pense que la formule unique de 18 équipes peut facilement atteindre le cap d'une moyenne de 40 matchs la saison pour un joueur. Président, il semblerait que jouer peu de matchs, c'est avantageux pour les présidents de club. Ça fait moins de dépenses, ça. Avec tout le péril que ça peut comporter. Parce que, voyez-vous, notre souci, c'est pas jouer le moins de matchs possible, c'est jouer le plus de matchs possible pour exposer nos joueurs au niveau national, mais même au niveau international. Il faut que les gens aient le temps de voir et revoir tel ou tel joueur évoluer pour être convaincus que bon, ben, le gars, il a vraiment la matière sur la durée. La formule de 10, 15, deux groupes de 15, partout, ça, vous voyez que ça veut dire 30 clubs. 30 clubs, c'est le plus possible. On n'a pas revenir là. On est déjà, là où nous sommes, on a 19 clubs. Si on avait fait une poule, ça ferait 18 matchs à l'aller, 18 matchs au retour, 36. Vous ajoutez 4 matchs de Coupe du Cameroun, ça ferait les fameux 40 matchs. Bon, on va faire avec... Oui, d'ailleurs, si on introduit 2 compétitions intermédiaires, c'est-à-dire la Coupe du Cameroun elle-même et une autre coupe qu'on appelle la Coupe de la Ligue. Voyez-vous, ça va faire peut-être 14 matchs supplémentaires si véritablement ces 2 compétitions intermédiaires sont introduites et pourraient également augmenter le nombre de matchs. Vous voulez dire la Coupe de concert transitoire? Oui. Voilà. Oui. Parce que... La Coupe de la Ligue. Oui, mais attention, il y a une nouvelle compétition. Si vous n'avez pas perdu cela de vue, la Fédération camerounaise de football a signé une convention avec une société qui opère dans l'immobilier au Cameroun, la Société immobilière du Cameroun. Donc, il y aura une coupe appelée Coupe SIC. Qui devra se jouer, sans doute, elle prendra le relais après le championnat et puis la Coupe du Cameroun, sans doute. Il est question qu'à partir de cette saison, effectivement, qu'on joue la Coupe de la Ligue. Et c'est intéressant, Évariste, que ces 2 coupes-là se jouent pendant les championnats. Ça va permettre, parce que venir souvent jouer les matchs de coupe au terme du championnat, ça me semble... Voyez-vous les autres, j'ai analysé sur le plateau de CRTV Sport, le premier tour de la Coupe d'Allemagne, après la 4e journée du championnat d'Allemagne, et même au Cameroun, nous pouvons intégrer les matchs de coupe. On joue 3 journées de championnat, on joue une journée de coupe premier tour, on joue 2 journées. Et ça permet à toutes les équipes d'être compétitives et ça permet également aux joueurs d'avoir un très bon nombre de matchs dans les jours. Ben là, on a un calendrier arrêté déjà. Comment on va faire? On va intégrer. Si Fauve Azur a joué la première journée du championnat, il y a la coupe qui va se jouer, je crois, dimanche. Lundi, après la 2e journée, mercredi, du championnat, on peut intercaler le premier tour de la Coupe du Cameroun, par exemple. Il y a une situation qui fait que ce n'est pas possible. Parce que vous voyez, la Coupe du Cameroun, ça démarre depuis les arrondissements. Ça intègre. Et pratiquement, si vous prenez le cas du centre, il y a 6 matchs pour arriver à désigner les 6 représentants. Les 6 représentants du centre. Bon, quand vous voyez le championnat professionnel qui démarre, comme ça a été le cas mercredi dernier, alors que le championnat et les tours régional d'abord, régional même, ça va attendre pratiquement le mois fin octobre, début décembre, novembre, et que les départementaux vont démarrer, et, je ne sais pas moi, en janvier, en février. Vous comprenez que ça va être compliqué de pouvoir insérer les matchs de la Coupe du Cameroun, alors que c'est au 32e qu'on doit opposer les clubs d'élite aux clubs amateurs. Et si vous n'avez pas les clubs amateurs, vous faites comment? Donc, du coup, on va devoir attendre d'abord que les clubs amateurs aient leurs représentants à la Coupe du Cameroun. Déco, c'est quand même encensé. La Fédération camerounaise de football, cette fois-ci, ne s'est pas limitée à sortir la programmation de la première journée, mais on a le calendrier intégral. Ça permet au club de se préparer mûrement, connaissant déjà les différents adversaires à chacune des journées. Oui, c'est déjà un grand pas. Parce que je crois que la résultante de nos mauvais résultats à l'international part du fait qu'effectivement les clubs ne connaissaient pas le calendrier intégral du championnat. Je crois que c'est déjà un atout.
comme le président l'a si bien dit, avec le temps, il faut seulement que le public soit patient. Et on pourra retrouver nos grands clubs comme dans les années passées. Casimir Manguet, vous, entraîneur, quand vous avez tout le calendrier connu, ça vous permet aussi de vous préparer mûrement en fonction des différents adversaires qui arrivent. Ça facilite la planification. Vous savez, lorsque vous ne savez pas quand est-ce que vous allez jouer, vous pouvez pas être précis sur les contenus de séances que vous allez avoir. Donc, je crois que quand vous avez quand même un calendrier qui est établi, vous limitez suffisamment d'approximation, vous êtes capable de vite abattre un travail avec beaucoup de sérénité. Il n'y a plus de doute. Et c'est pour ça que on fait aussi des marches dans les conceptions de séances. On se dit, il y a un jour, c'est pas grave, mais quand ça devient cette semaine, les microcycles, vous ne parvenez plus à les définir. Donc c'est toujours intéressant. Bravo à la fédération qui a réussi à projeter un chronogramme d'activité qui va permettre aux entraîneurs de pouvoir maîtriser les microcycles de planification pour permettre aussi aux enfants d'optimiser leur performance lorsqu'il y aura des oppositions officielles comme celle que nous avons vécues, je crois, avant-hier, si je m'en abuse. Et oui, président, même à votre niveau, ça vous permet de faire une bonne planification financière. Là. Vous savez à quel moment vous irez au nord rencontrer Coton, à quel moment vous irez à l'ouest rencontrer Fovou, à quel moment vous resterez à Yaoundé face à APGS. Cela vous permet de faire une planification financière. Effectivement, ça c'est le premier avantage d'avoir un calendrier bien précis. Ça permet donc d'ajuster sa planification financière par rapport au déplacement et par rapport au match à domicile. Mais c'est aussi surtout un gros avantage pour le staff technique, comme le coach Manguet l'a dit. Ça leur permet d'avoir des microcycles qui sont des microcycles objectifs par rapport aux rencontres que l'équipe est appelée à jouer. Et c'est une bonne chose. Autre bonne chose qu'on a observée, mais là c'était un peu par le passé, lorsque avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, on met sur pied un championnat avec 2 poules. Au départ, les équipes étaient toutes regroupées, localisées, pour permettre d'amortir les dépenses des présidents de clubs. Mais cette fois-ci, on a 2 poules. Seulement, les équipes vont se déplacer. Vous irez à Garoua quand il le faudra. Vous irez à l'ouest. Vous irez dans les différentes régions. De toute façon, ici, cela doit coûter beaucoup. Est-ce que là, on a résolu le problème d'avant? Vous savez, ce qui a été fait avant avait des avantages et des inconvénients. Si les regroupements avaient été faits, c'était toujours dans cette optique-là de gagner en temps. Et la fédération avait pris sur elle de financer les hôtels et la restauration, du moins pour la phase aller. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'on s'est limité à jouer à Douala et à Yaoundé. Et il y avait de quoi aussi Bafoussam. Ouais, bon, les équipes ne jouaient pas dans leurs installations. Oui, elles ne jouaient pas à domicile. Donc les clubs jouaient étant délocalisés, ça n'avait pas la même envergure, le même piment pour les matchs où les clubs pouvaient jouer sans leurs spectateurs. Maintenant, nous avons une formule qui permet à tous les clubs de se déplacer et d'autres de recevoir dans leur stade. Le football doit être démocratisé. Le football doit permettre aux supporters d'avoir l'opportunité, même s'ils ne peuvent pas se déplacer, de recevoir leur club et les adversaires, c'est qu'une fois tous les 2 matchs à domicile et faire la fête. Le football aussi, c'est ça, le côté festif. Oui, tout à fait. Voyons un autre côté, maintenant, c'est celui même de la compétitivité qui s'annonce dans les différentes poules. Arrêt d'abord dans la poule A, et vous le verrez en image. Dans la poule A, mercredi prochain, Coton Sport recevra Stade Renard. Fovou sera l'hôte d'APGS. Avion d'Incam face à UMS de Loum. Fauve Azur a déjà perdu son match face à Victoria United.
United, 1 but contre 2. Là, nous sommes dans la poule B. La poule B, notamment. La poule B, tout à fait. La poule B, donc, avoir les forces en présence là-bas. Non, la poule B, Casimir Manguet, vous avez Victoria United qui a donné le ton. Vous avez Coton Sport de Garoua. Dans ce groupe-là, vous avez Fovu qui est le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Vous avez UMS de Loum qui n'est pas une équipe facile à jouer. Ça se voit déjà qu'il y aura de beaux duels dans ce groupe. Oui, c'est vrai que quand vous regardez les compositions de poules, il y a quand même une poule qu'on appellerait la poule de la mort. Quand vous avez une poule où se trouvent des équipes comme Pamboutos. Oui, on va y arriver. Voilà. Donc, si on commence par cette poule, je crois quand même qu'on pourrait, sans risque de se tromper, dire que Coton semble bien parti parce que quand même, quand vous avez APGS... Vous le dites à côt du président de Fauve Azur qui n'a pas moins d'ambition dans le même C'est un président modeste, c'est quand même... J'ai passé du temps avec lui, je peux oser... Mais il a de grandes ambitions dans ce pôle. Il sait que il est quelqu'un qui a des projets futuristes. Ce serait une série sur le gâteau, c'est les champions du Cameroun. Je n'ai pas imaginé qu'il est déjà ambitieux jusqu'à ce niveau. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et sait comment il projette. Ce serait une série sur le gâteau, je l'ai déjà dit, s'il venait à être champion du Cameroun, mais ce n'est pas son projet, ce n'est pas encore son ambition. C'est pour ça que je dis que Coton me semble, dans cette poule, l'équipe la plus outillée pour prétendre être leader. Il y a également une équipe comme Fovu de Baham, qui est quand même vainqueur de la Coupe du Cameroun. C'est l'un des favoris. Vous avez également Stade Renard, qu'on ne présente plus. C'est l'une des équipes qui sait animer notre championnat, qui est quand même l'aîné à Fauve Azur. Oui, animer, mais pas jouer les premiers rôles. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est des justesses. Il faut plutôt faire attention à Victoria United. On a vu Victoria. Vous avez maintenant une équipe de Victoria United qui veut mettre le paquet quand vous écoutez, non seulement vous écoutez, mais quand vous suivez quand même l'investissement matériel et financier déployé par l'administration d'Opopo, vous êtes prêt à croire que ça sera l'une des équipes qui disputera. C'est donc, moi je peux citer comme ça Victoria United, Coton, Stade Renard, Fauve Azur, et à la moindre mesure Avion et puis UMS de Loum. Déco, dans cette poule, Fauve Azur, Coton Sport, Fovu et Victoria United. Non, moi je crois que le championnat de cette année va se jouer. Et tel que je vois, il y a des équipes là qui ne sont pas négligées. Et il y a une très bonne préparation qui est faite au niveau de tous les clubs à ce moment. J'ai essayé de faire le tour parce que je suis quand même délégué du SINAFOC. J'ai essayé de faire le tour. J'ai vu le sérieux avec lequel les dirigeants sont en train de mettre pour qu'ils aient des bons résultats. Je suis allé même voir l'équipe du président Nia, lui-même il ne savait pas. J'ai vu les présidents commencent à s'y mettre vraiment. Disons que dans ce groupe, c'est un groupe à 9 équipes. Il faut 4 pour accéder aux playoffs. Alors, qui ça pourrait être? Coton Coton déjà est parti favori. Mais sauf que Coton ne va pas marcher sur du velours. Ce sera difficile. Il y a Fovu, il y a Fauve Azur, tous ont des ambitions d'aller au playoff. APGS peut-être moins parce que la politique du club c'est former et être maintenu en première division, ne pas descendre en deuxième division. On ne souhaite pas être champion là-bas. Ça ils le disent à haute voix évidemment. Mais il y a UMS de Loum, ancien champion du Cameroun, ancien vainqueur de la Coupe du Cameroun aussi. Oui. Toutes ces équipes ont des ambitions, en dehors d'APGS, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, président, vous-même, dites-nous, comment vous vous sentez dans ce groupe? Oui, déjà, c'est manquer de respect à un groupe que de présenter l'autre groupe comme le groupe de la mort. Casimir Manguet. Le coach. Parce que je vous dis, les différentes équipes, les différents clubs ont pratiquement chamboulé les effectifs. Il y a des clubs qui ont été renouvelés à 80%, d'autres à 70%, à 60%. Donc ce n'est plus les mêmes clubs de la saison dernière qui vont revenir sur le terrain cette saison. Bon, maintenant pour revenir au groupe B,
qui nous interpelle. Nous, on n'a pas de complexe contre qui que ce soit. Nous avons des joueurs talentueux que nous avons recrutés. Nous avons encore au moins 3 joueurs qui n'ont pas pris part au match parce que leur CIT n'est pas encore arrivé. Donc, je vous dis, il y aura des sacrées surprises. Et attendons seulement voir sur le terrain. Oh, mais président, on a un peu peur pour vous, parce que vous engagez cette saison ayant perdu votre meilleur buteur. C'est Arthur Avon, parti à Lorient, en France, qui a été homme du match de la finale des Jeux de la francophonie tenus en République démocratique du Congo et meilleur joueur de cette compétition. Oui. Comment on fait sans lui? On a trouvé une pièce de réchange? Je vais vous dire. Nous avons perdu un avant-centre, mais on a retrouvé un autre. Et si vous avez regardé notre match avant-hier, notre avant-centre, qui est l'avant-centre de l'équipe A, l'équipe centrafricaine, et il a joué dernièrement contre le Ghana, il a claqué un but. S'il n'avait pas été très généreux en offrant la possibilité à un de ses collègues de très altruiste, marquer. Vous voulez dire. Voilà, exactement, ça c'est le mot. Donc il aurait marqué au moins 2 buts. Et c'est un bonhomme qui va faire parler de lui. Bon, maintenant vous dites qu'au milieu de terrain, le monde entier est parti. Oui, lui il s'appelle le monde entier. Nous l'avons remplacé par le petit, son petit frère. Lui il s'appelle l'univers. Parce qu'il est encore plus ambitieux. Il est plus vaste que le monde entier. Et avec lui, là-bas au milieu de terrain, il y a le petit Noir qui était avec Yafoot la saison dernière. C'est un numéro 10 de talent qui a déjà l'expérience d'avoir joué à Lille One. Donc vous dites, Fauve Azur, il faut attendre cette équipe cette saison. Ah oui, vous avez cité les cadors là. Vous avez dit que bon, mais il y a les stars renards parce qu'ils sont les anciens. On va les jouer à la 2e journée. Et vous avez cité le favori comme Coton. Nous allons les jouer à la 3e journée. Bon, ben on verra bien sur le terrain s'ils sont plus grands frères que nous. Mais c'est vrai, vous arrivez quand même en France. Vous n'hésiterez pas de dire Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon et Bordeaux seront champions. Même si à la fin, c'est un Lens qui va terminer premier. C'est clair qu'on dira toujours il y a Coton, il y a Canon, il y a Union de Douala. Maintenant, tant mieux s'il faut Vasur peut devenir Lens. Ok. Voyons donc la situation dans la poule A. C'est une poule à 10 clubs, on peut le voir en image. Là-bas, on retrouve la Dynamo de Douala. Il sera opposé à la première journée à AS Fortuna. Il y a les Astres de Douala qui vont briller face à Aigle Royal de la Ménoire. PWD de Bamenda face à Bamboutos. Canon contre Colombe et puis Union contre Gazelle. Ce sera mercredi prochain. Force en présence dans ce groupe. Alors, il faut 4 pour passer au play-off ici. Comment ça va se passer? Qui peut bien mériter les 4 places? Non, comme l'a dit le coach tantôt, lorsque vous prenez l'exemple en France, on va toujours parler de Paris Saint-Germain, Marseille et tout. Du coup, vous dites Canon? Non, oui, effectivement, je dis Canon, Union, PWG Bamenda même. Parce que ils ont déjà quand même montré ces 3 dernières années qu'ils avaient des ambitions. Et puis, il y a quelque chose de spécial dans ce championnat, comme l'a dit le président. Les clubs vont jouer sur leur stade. Et là, ça devient compliqué. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle, quand on allait jouer contre Kumbo Striker à Kumbo, ce n'était pas la rigolade. Et le public qui pousse ces joueurs, les joueurs se transcendent. Donc, je ne crois pas qu'il y aura vraiment... Il faudra jouer sur le terrain. Président, Dynamo, Ast, PWD, Canon, Union, AS Fortuna, Aigle, Bamboutos, Colombe et Gazelle. 4 places pour 10. Oui, je vois déjà Canon. Oui. Oui. Le club commandeur de l'ordre de la valeur. Oui. Et je vois également Gazelle. Gazelle. C'est un petit piment. Oui, qui n'arrête pas de faire des surprises, hein, Gazelle. Exactement. Et puis, bon, pour ce qui suit, nous avons rencontré déjà la saison dernière Bamboutos. Bamboutos sera égal à lui-même. Ils vont certainement se battre pour rester dans le quatuor. Et puis, ben, derrière, les autres vont s'accrocher. Attention à l'inconnu qui vient de l'élite tout. Dynamo de Douala, qui a fait de très bons recrutements, que je vous indique. Le club a aspiré de PWD plusieurs de ses joueurs.
Thomas Etabawa, par exemple, il est désormais joueur de la Dynamo. Le meilleur buteur de PWD de Bamenda également. Il se retrouve à la Dynamo de Douala. Le gardien de but d'Opopo, c'est lui qui a qualifié cette équipe. Il a été aspiré également par la Dynamo de Douala. Ce sera aussi une équipe qui pourrait bien jouer les troubles faits dans le groupe. C'est une équipe redoutable. Ouais. Nous les avons joués en dernier match de préparation. Ils sont venus, ils nous ont gagné ici. Et 3-2. Alors, après que nous les avons menés 2-0. Bon, on a constaté que c'était une équipe robuste avec un coach Aruga qui était un coach averti. Bon. Ils ont leur mot dit. Casimir Manguet, la Dynamo dans cette poule A, c'est l'inconnu qui fait peur. Je ne sais pas si on parlerait de l'inconnu. Quand on parle quand même de Dynamo, voyez-vous, le lièvre restera toujours le lièvre, même lorsqu'il aura atteint un âge mature. Il ne s'agit pas de la Dynamo qui a gagné la Coupe du Cameroun en 1979. Oui, mais c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle dynamique. Mais je voudrais quand même indiquer que quand on regarde même sur le nombre de clubs, c'est la poule où il y a le plus grand nombre de clubs. Je crois que c'est 10. 10. Ça sera la poule la plus relevée. Quand vous avez quand même des équipes comme Canon de Yaoundé, Bamboutos de Mbouda, ça sera des matchs explosifs. Je ne voudrais pas oublier ici les matchs comme Aigle de Tchang contre Bamboutos. Vous avez un match Colombe du Dja et le contre Canon de Yaoundé. Vous avez As de Douala contre. J'ai dit ça sera une poule de la mort. Parce que là-bas, c'est des clubs, je ne voudrais pas dire mythiques, mais quand vous regardez quand même là-bas, vous avez Canon, Dynamo, Union de Douala, PWD de Bambela, Aigle, Bamboutos. C'est relevé, même serait-ce que sur la consonance. Maintenant, sur le terrain, le président l'a dit, je l'ai déjà indiqué, comme je le disais, Fauve Azur peut surprendre comme le Racing Club de Lens qui a surpris les gens en France. Mais cette poule me semble la plus relevée. Vous avez les habitués de ce championnat comme AS Fortuna. Je crois qu'il faudra être costaud là-bas pour s'en sortir. J'ai essayé de lister là, j'ai regardé Canon, Dynamo, Astre, Union de Douala et Aigle et Bamboutos et Colombe. Il n'y a que Gazelle qui m'a semblé... Finalement, vous ne vous arrêtez pas. C'est tout le monde. Et pour toi, il faut 4 places. Je voudrais dire comme au quartier qui finira au commissariat. On verra bien. Ça s'annonce très relevé dans cette poule A, que je la résume. C'est la Dynamo, c'est AS Fortuna, les Astres de Douala, Aigle, Royal de la Menoir, PWD de Bamenda, Bamboutos, de Mbouda, Canon de Yaoundé, Colombe, Union, et puis la Gazelle. Mais si on va marquer une légère pause, mais d'abord, vous répondez à une question, tous. Pour vous, quel a été le meilleur sportif de cette semaine en football au Cameroun? Le meilleur sportif de la semaine. De la semaine. C'est une tradition dans cette émission, le meilleur sportif de la semaine. Le meilleur sportif de la semaine, Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils. Présent sur les 7 derniers jours. Sportif en activité. Oui, en activité. Allons-y en activité. Maintenant, si c'est en activité, c'est un autre débat. Moi, je mets le président Samuel Eto'o-Fils hors échelle. Oui. On ne le compte pas. Et maintenant, je vais dire le meilleur, ça a été l'avant, du moins le numéro 10 de Popo qui a marqué 2 buts. Richmond G. Ouais, ça commence à venir. Et vous Non, moi c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, président, mais qui n'est pas... Ah bon, il est administrativement en activité, mais pas dans l'aire de jeu. Mais la sélection faite par les débriefeurs pour cette semaine, le sportif le plus en vue, c'est Eliane Lambo au football féminin. C'est elle qui a marqué le but du match aller. C'était à Douala, match Cameroun-Kenya, match du premier tour de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, le Cameroun a été éliminé. Mais voilà une joueuse qui est restée dans l'ombre dans cette sélection nationale, mais qui, cette fois-ci, a été titularisée comme défenseur central et qui, en sus, a réussi à inscrire l'unique but du Cameroun pour lui consacrer sa victoire au match aller, 1-0. Eliane Lambo, joueuse du championnat 2e division en Espagne, qui était donc partie de Louvre Minprof, ici à Yaoundé. Le portrait de la joueuse est dressé par Janice Yobo.
Le but s'est levé, une tête et c'est gagné. Et voilà, une tête. Elle a donné la victoire aux Lions indomptables lors du match aller face au Kenya à Douala. Eliane Mambolamo a inscrit l'unique but de la partie sur un coup de tête après un service d'Aboudi Ongene sur corner. La défenseur internationale camerounaise s'est engagée en Primera Federación Iberdrola avec la Sesio Esportiva AEM pour la saison 2023-2024. Elle évoluait précédemment à Retafe. Avant de s'expatrier, elle a joué localement pour Louve Minprof et ASFAP, entre autres. Sa première expérience professionnelle, c'était avec l'Escramadura Femenino en 2019. Cette saison-là, elle s'illustrait avec 14 matchs disputés et 2 buts inscrits avant de débarquer à Juan Grande, où elle a joué 38 matchs et marqué un but en 2021. Elle a apporté toute son expérience aux Azulones, club où évoluent ses compatriotes Etundi Mbappé et Rose Priso. La frappe du gauche, but! Un somptueux coup franc de Mambolamo. Âgée de 32 ans, la défenseur camerounaise Eliane Mambolamo Bodolo a complété son compteur but à 2 chez les Lions indomptables. Elle va certainement faire les beaux jours de Sesio Esportiva AEM et pousser le club en division supérieure. Sa non-titularisation lors du match retour face au Kenya crée dès lors des interrogations chez les supporters, car étant l'unique buteur au match aller. Merci, Janice Yobo, stagiaire. Casimir Banguet, vous avez une idée de la joueuse, Eliane Mambolamo? Oui, c'est une compatriote que je maîtrise un tout petit peu bien. Et elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est capable de facilement s'adapter à toutes les circonstances auxquelles vous l'amenez à affronter. Elle a cette capacité d'adaptation extraordinaire. Vous pouvez la faire jouer défenseuse latérale droite, vous pouvez la faire jouer défenseuse centrale, vous pouvez la faire jouer milieu défensif. Elle a cette faculté de vite s'adapter. Et moi, je dis, c'est une magnifique fille. Elle avait besoin d'être davantage motivée pour qu'elle aille au-delà de ce qu'elle sait faire. Déco, défenseur central, mais elle a la capacité de marquer du pied. On l'a vu, le somptueux coup franc tout à l'heure. La capacité de marquer de la tête, c'était aussi excellent ce qu'elle a réussi face au Kenya. Oui, parce que en fait, j'ai vu cette petite sœur jouer dans Louvre. Elle est vraiment polyvalente. Ouais. Et moi, je me suis dit que avec le temps, elle risque de terminer en attaque. Oui, parce qu'elle a cette mobilité et elle a un bon coup de pied, un bon jet de tête. Je crois qu'elle va finir à la pointe de l'attaque. Les joueuses professionnelles aujourd'hui, elle a grandi dans le milieu du sport. J'indique que son père, c'est Hervé à Dubaï. Il est kinésithérapeute, donc elle a été moulée au football très tôt. Président, c'est bien de voir une joueuse qui monte en puissance comme ça. C'est vrai que c'est à 32 ans qu'on voit son émergence de plus en plus. Oui, mieux vaut tard que jamais. Elle va certainement nous apporter et aider l'équipe nationale. Il y a une autre joueuse qui est aussi une valeur montante puisque elle joue professionnelle. Il s'agit de Raissa Mbappé. Oui, Raissa Mbappé. Oui, elle marque beaucoup de buts. Mais qui n'a pas la chance d'être convoqué, on ne comprend pas. Pardon? Qui n'a pas la chance d'être convoqué en sélection? Oui, malheureusement, peut-être que avec le nouveau sélectionneur qui est là, il va ratisser large et faire appel à du sang neuf qui, eux, auront encore beaucoup à prouver et qui peuvent mettre un peu plus de pression sur celles qui sont déjà là. Et les valeurs, on les attend évidemment au championnat MTN et Elite One. On l'a dit, il est en cours déjà. La suite de la première journée, c'est évidemment ce mercredi. On vous l'a dit, avec des oppositions telles que Coton, Stade Renard, Fauveau, Apegès, Avion, UMS pour ce qui est du groupe B, le groupe de Fauve Azur qui sera au repos, ainsi que Victoria United, parce que vous avez déjà joué votre première journée alors que le club Exam
c'est Young Sport Academy de Bamenda. Il n'a pas joué la première journée parce que c'est une poule à 9 équipes, alors que dans la poule A, Dynamo, AS Fortuna, les Astres face aux Aigles, PWD de Bamenda face à Bambutos, Canon opposé à la Colombe, et puis Union qui tentera de se défaire de la Gazelle. Voilà donc les différentes rencontres qui vous attendent. Revenons à la formule de ce championnat, cette fois-ci, pour voir dans quelle mesure cela est peut-être gênant pour le club qui reste au repos dans la poule B. Vous êtes exempt, vous ne jouez pas, vous sautez une journée avant de revenir plus tard. On peut refroidir, ça peut refroidir une équipe. Non, cette façon de faire a des avantages et des inconvénients, évidemment. Mais c'est au staff technique de pouvoir gérer ces passages à vide-là. Casimir Mangué, y a-t-il avantage à rester sans jouer? Paul l'a bien dit, il y a toujours des inconvénients et des avantages, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que vous pouvez avoir besoin de cette fraîcheur physique pour être plus efficace au niveau de beaucoup de gestes. Il y aura plus de précision parce que vous avez accumulé suffisamment d'énergie. Quand vous n'avez pas de fraîcheur physique, vous manquez de lucidité pour être efficace dans un certain nombre de réalisations. Donc, je pense qu'il y a plus d'avantages lorsque vous accusez un repos que lorsque vous êtes régulièrement en activité. Même si on peut aussi dire que lorsque vous avez arrêté, vous allez manquer de rythme. Moi, je pense que tout athlète a toujours envie de réoxygéner. Président, voyons un peu, examinons un cas ici. Vous avez joué le 27, le match d'ouverture. Oui. Vous allez attendre 10 jours avant de jouer. Est-ce que c'est pas gênant pour... Oui. Pour nous allons nous organiser. Déjà que nous avons... Ça va permettre de récupérer aussi les licences. Nous allons surtout jouer dès samedi une finale du tournoi international de la solidarité contre AS Fortuna. C'est au quoi, Maria Mbankomo? Donc ça va donc déjà permettre de rôder l'effectif en attendant. En attendant, et en même temps on va travailler pour récupérer le maximum de nos licences. Voilà. Et on voit donc que lui il a eu de l'avantage. On ne sera pas gêné d'envoyer nos éléments pour aller regarder les autres qui vont jouer, surtout si ce sont nos adversaires. Pour éviter les mauvaises surprises. Norbert, là je m'adresse au secrétaire général de la SEC que vous êtes. Oui. Comment est-il arrivé que vous ayez eu cette entente avec la FECAFOOT au point qu'on autorise de commencer la compétition sans les licences? Non, c'est pas qu'on a commencé la compétition sans licence. Nous avons eu plutôt le retard. Votre cas n'est pas un cas isolé. Non, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que plusieurs clubs sont concernés par le problème des licences? Ça fait depuis qu'il avait été question que le championnat allait démarrer le 30. Comprenez? Nous, on est parti sur un chronogramme qui devait nous permettre d'avoir les licences ou plus tard le 29. Mais lorsqu'on nous ramène au 27, c'est pour ça que nous, on a été en difficulté. Si nous devions jouer le 30, nous, on ne devait pas avoir de problème de licence. Casimir Mangué, mais c'est un problème sérieux parce que même les finalistes de la Coupe du Cameroun ont reçu leur licence la veille du match et au matin du match. Oui, c'est difficile parce qu'à ce moment, vous êtes dans les incertitudes permanentes parce que vous ne savez même pas le joueur. Voyez-vous, même à l'entraînement, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez avec Évariste Yenga qui sera l'avant-centre. Et quand vous rentrez à l'hôtel, on vous dit que ce n'est pas sa licence, c'est plutôt la licence du président Norbert qui est sortie. Et ce n'est pas la même séance d'entraînement que vous avez faite. Donc, ça perturbe toute l'organisation, en fait. Parce que le matériel que vous avez utilisé, on vous dit que ce n'est pas ce matériel que vous allez utiliser en réelle circonstance. Donc, c'est toujours embêtant lorsque vous ne pouvez pas avoir vos joueurs que vous avez utilisés aux entraînements le jour du match. C'est embêtant, mais la pédagogie nous impose souvent de nous adapter. S'adapter, ce serait fort difficile. Quand on sait surtout que les clubs ont souscrit aux engagements dans les délais prescrits par la FECAFOOT, mais pourquoi il n'y a pas eu enchaînement? Pourquoi les licences ont tardé? Non, vous savez, il y a d'abord... Vous êtes du SINAFO quand même. Voilà. Il y a d'abord un problème, c'est que parfois, la
les clubs ont des problèmes pour avoir les documents de certains joueurs. Et il faut vérifier. Vous connaissez le problème de nos âges là. Hein? Donc il faut vraiment prendre du temps. Parce que lorsque vous déposez un dossier qui peut mettre 72 heures, et à la fin, on se rend compte peut-être qu'il y a un petit problème au niveau de la transmission des dossiers. Ça fait qu'il y a ces retards. Voici un président de club qui en sait long sur les transactions qui se passent souvent lors de l'intersaison. Peut-être que c'est la transhumance des joueurs. Partir d'un club pour un autre, il faut qu'il soit libéré d'un club pour signer un contrat avec un autre. Peut-être qu'il y a eu des retards de ce type. Bon, vous faites bien de le dire, ça me permet de soulever un cas qui, à mon avis, n'est pas normal. Nous avons recruté un joueur qui était à la saison surpassée. La saison passée, il n'a pas joué. Et il a fait un contrat avec Astre. Maintenant, nous l'avons enregistré. Son dossier a été estampillé, validé par la commission de homologation des dossiers. Mais au service de licence, on nous dit que non, on ne peut pas lui sortir sa licence parce qu'il a un contentieux avec les responsables des Astres. J'ai dit ça, c'est une incongruité. J'ai jamais entendu ça. Lorsque le dossier a été considéré validé, eux, au service de licence, ils doivent tout juste sortir la licence. Si le petit, il a un contentieux personnel... Puisqu'ils ne sont pas de la commission de délivrance de licence, en plus. Ils n'ont qu'à aller gérer ça à la commission de contentieux. Vous ne pouvez pas être dirigeant. Le joueur, vous l'avez empêché d'aller jouer ailleurs, de le libérer parce qu'il était sous contrat sur vous. Vous aviez raison. Mais maintenant, lorsqu'il n'est plus sous contrat, avec vous, vous devez le libérer. Et si vous avez un autre cas de contentieux, allez à la commission de contentieux. Déco, voilà une situation qui peut bien intéresser le SINAFOC. Effectivement, j'en parlerai au président. J'en parlerai au président Jérémy. D'accord. Et c'est un préjudice. C'est un préjudice énorme. C'est un préjudice énorme parce que le président Norbert qui s'est investi sur un joueur, je ne sais pas d'où vient. C'est un abus d'autorité qui est d'ailleurs pénalisable. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas de la commission de délivrance des licences. Vous êtes indiqué pour sortir la licence parce qu'on vous a confié un dossier qui ne souffre d'aucune contestation. Corrigez-moi si je me trompe, je ne sais pas s'il y a un test qui dit que lorsqu'il y a un litige entre un club et un joueur, que la licence du joueur ne saute pas. Parce que dans la constitution du dossier, il n'y a aucun élément dans ce sens-là. Donc c'est un tort. Il va falloir très rapidement que ce genre de choses se corrigent. Parce que si on s'en tient seulement aux propos du président, ce n'est pas normal. Vous qui collectez pour le SINAFOC, que trouvez-vous sur le terrain? Pourquoi certains présidents ont du mal à libérer les joueurs? Vous savez, le SINAFOC a eu à faire des propositions déjà, je crois, à la fédération. Il y a certains présidents de club qui ne sont pas formés. Moi, j'ai souhaité qu'on forme certains présidents de club. Vous voyez, par exemple, la situation que le président évoque là, c'est pas normal. Un joueur qui est en fin de contrat, pourquoi l'interdire d'aller jouer dans un autre club? C'est des problèmes que nous, franchement, qui ne doivent pas se répéter là. Et je crois que c'est l'occasion pour que le président Niat, à la fin de cette émission, me donne les coordonnées de ces joueurs et que je puisse en parler rapidement au président du SINAFOC. Voilà, peut-être que c'est un début de solution déjà. Intéressons-nous à un autre aspect du règlement du championnat MTN et Ligue 1 de cette saison, c'est la prime. Au bout du compte, le premier, il est primé, c'est le champion. Le deuxième, le troisième et puis le quatrième. Et puis la Fédération camerounaise de football, à travers le règlement, l'indique qu'il y aura un appui financier pour les 4 premiers. Seulement, on n'a pas déterminé. Est-ce qu'il n'est pas préférable qu'on dise la cagnotte du champion, c'est 100 millions, par exemple, et cela va booster les équipes? Casimir? Tout à fait, c'est très important d'avoir un éclairage là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas aller à la chasse sans avoir une idée du gibier que vous pourrez rapporter. Il faudrait que les choses soient clarifiées là-dessus. Ouais. Heureusement que la SEC aura une rencontre avec l'instance de la Fédé pour avoir des éclairs là-dessus. Parce que voyez-vous, moi, quand je demande à mes petits d'aller chercher le price money, parce que c'est comme ça qu'on appelle cela, c'est-à-dire être dans les 4 premiers, c'est parce que j'ai bon espoir que
en faisant des efforts pour être là-bas, il y aura des retombées. Ouais. Et voyez-vous, s'il n'y avait pas de prize money, s'il n'y avait pas de retombées pour être champion, vous comprenez qu'on jouerait seulement tous le maintien. On reste tranquille. Il faut vraiment définir et que les montants soient attrayants. Et j'irais même plutôt insister sur le fait que, au-delà de ce que la fédération fait, qui est déjà un effort considérable par rapport à ce que nous avons déjà vécu jusqu'à la saison dernière. Oui. Le véritable problème se situe au niveau de la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun, c'est la compétition la plus attrayante qui est parrainée par le chef de l'État. On ne peut pas comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'après tant d'années, il n'y ait pas eu une revalorisation. Imaginez tout à l'heure, je vous l'ai dit que... Oui, donc quand on est vainqueur de la Coupe du Cameroun, on a une petite enveloppe. Une petite enveloppe avec un petit trophée. C'est-à-dire que je crois que ça va être 15 000. Vous comprenez? Et j'ai dit, il faut revoir les choses. Parce que vous avez les clubs qui sont en amateur. Ils jouent la Coupe du Cameroun 6 tours pour pouvoir parvenir à jouer les 32e de finale. Où ils ont envie d'aller prouver aux yeux du monde qu'eux-mêmes ils existent. Imaginez qu'un club amateur du centre, il joue 6 tours, sans copec. Autrement dit, il n'a rien. Il arrive seulement au 32e de finale pour bénéficier de 300 000. Mais vraiment, ça fait pitié. Par contre, le club qui est en élite, lui, il va commencer au 32e, il va faire 6 tours pour arriver en finale. Mais arriver en finale, s'il emporte, son enveloppe, c'est combien? Ça fait que la Coupe du Cameroun a perdu vraiment de sa superbe, de son attrait. Ah oui. Il faut revoir ça. Je crois que c'est autant valable pour la Coupe du Cameroun que pour le championnat. Casimir Banguin, si l'on pense une revalorisation de la cagnotte du champion et ses dauphins, cela peut galvaniser aussi les joueurs. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Forcément, forcément. J'ai toujours dit, le jour qu'on arrivera à dire que le champion du championnat camerounais aura une cagnotte de 500 millions, même les Brésiliens viendront créer des équipes au Cameroun. Il faut y arriver. Il faut, parce qu'un président de club peut investir 200 millions pour gagner 500 millions. Plus la cagnotte est consistante, plus ça pousse les équipes. Ça dit que on a mis la barre à tel niveau, tout le monde veut aller atteindre cette barre. Donc, plus on augmente la cagnotte, plus ça suscite l'engouement et même le public. Si on vous dit qu'il y a un Saoudien qui est venu prendre Fauve Azur parce qu'il veut gagner 800 millions, mais voyez-vous, il va acheter les Ghanéens, des Camerounais, des Brésiliens. Le championnat, le monde viendra au stade, le club ne sera plus pauvre. Donc, plus on augmente la cagnotte, plus ça suscite de l'engouement. Et quand il y a de l'engouement, les présidents de club soufflent un tout petit peu. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas encore communiqué. Mais j'ai espoir que, et on l'a toujours vécu, s'il y a eu 100 francs la saison dernière, ça sera 125 francs cette saison. Ce sera bientôt terminé pour cette édition de Les Débriefeurs. Petit arrêt, à nouveau, cette fois-ci on va lire les journaux, la revue de presse. Les plumes ont coulé leurs encres au cours de cette semaine qui s'achève. On a parlé notamment et abondamment de la clôture de la saison sportive, la finale de la Coupe du Cameroun tenue récemment. On a parlé également de l'élimination des Lions indomptables en course pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. On a parlé de bien d'autres activités. La revue de presse, elle est signée comme d'habitude par Robert Badjek. Le triomphe de Fofo Baham en une de Cameroun Tribune. Le quotidien La Route de l'aéroport, laconique, a titré « Fofo Baham, plus fort que PWD de Bamenda au lendemain du 3e sacre des Yangwa Boys en finale de la Coupe du Cameroun ». Le sujet a également retenu l'attention de l'hebdomadaire L'Actu Sport qui, dans une titraille très imagée et ironisée en déclarant que PWD s'est égaré dans la grotte sacrée. La débâcle des Lions indomptables sortie dès le premier tour des éliminatoires de la CAN 2024 au Maroc a été éludée par la plupart des journaux, mis à part le quotidien Le Drapeau, qui constate le fait historique, les Lions n'iront pas à la CAN pour la première fois en 30 ans. Mais n'empêche
Le championnat d'élite de football masculin local, lui, a été lancé mercredi, comme le confirment les quotidiens Cameroun Tribune ou encore Le Drapeau qui ont relayé dans leur colonne le match d'ouverture de saison entre Victoria United et Fauve Azur Elite. Match remporté 2-1 par l'équipe de Limbe grâce à Richmond G, auteur d'un doublé et encensé par cet article de kick442.com qui a souligné à grands traits la première victoire de Victoria United en Elite One depuis 19 ans. Voilà, merci Robert. On est donc arrivé au terme de cette édition. On conclut très rapidement. Déco, Bala, dites à votre niveau, Finafoc, est-ce qu'on a pris des dispositions pour s'assurer de ce que les salaires de joueurs soient effectifs pour cette saison? Oui, effectivement, on a pris des dispositions à travers la collaboration avec la fédération. Et puis, le président a essayé de faire certaines rencontres avec les présidents de club. Parce que vous savez, faut pas que... Parce que moi, je me rappelle, il y a cela 2 ans, lorsque un président de club voyait un membre du SINAFO qui tremblait, il se disait que c'est un gendarme. Mais non, nous sommes là pour les accompagner. Et vous savez, si le football est attrayant, ça va créer une stabilité dans les clubs. Ça fera qu'on n'aura plus l'exode des joueurs, comme le disait tantôt le coach. Si on met par exemple la cagnotte à 500 millions, les présidents de club pourront facilement payer les salaires des joueurs. Et pendant qu'on y est, votre patron, Jérémy Sorel Nditap, ancien Lion indomptable, président du SINAFOC, a fait une sortie pour dire ses encouragements à tous les acteurs du football, aux joueurs, particulièrement en ce début de saison. Casimir Manguet, un mot pour conclure cette saison qui est lancée en foot? Non, tel que Fauve Azur et Opopo nous ont proposé, je suis tenté de dire on va vivre une magnifique saison, beaucoup plus avec les images relayées par la télévision nationale qui étaient sublimes. Ah oui. Président, vous aussi pour conclure, cette saison MTN Elite One, ce sera laquelle pour vous, pour l'ensemble des équipes? Oui, je voudrais tout simplement dire que il y a un travail formidable qui est fait au niveau de la fédération et au niveau des clubs. Nous voulons bien proposer du bon football, du bon jeu, mais il ne faut pas que le résultat soit sapé. Donc je profite de l'occasion pour interpeller les arbitres, pour leur dire, messieurs les arbitres, soyez objectifs, soyez vrais dans les prises de décision. La saison dernière, ils ont été beaucoup décriés. Je souhaite qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments et qu'on ne vive plus ce que nous avons vécu la saison dernière. Voilà. Messieurs, merci d'avoir participé à cette édition de Lady Bruffer qui est donc arrivée à son terme. Édition Nestor Kamga, Régisson, Karine Billois et Marie-Thérèse Nga, Edouard, les images, la caméra, Joseph Fou, stagiaire, et Claude Aristide Angoundé, stagiaire également, réalisation, Karine Mbala, stagiaire. Cette édition qui a suivi la coordination, qui a suivi l'estampille de la coordination de Baldwin Sama, rédacteur en chef de la chaîne, supervision, celle de Raphaël Nkwa, chef de chaîne, supervision générale, le directeur général de la CRTV, Charles Dongo. Toute cette équipe vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur votre chaîne préférée. Au revoir.